OK, je suis heureux de vous présenter notre panel. Je commence à ma droite, le sénateur Peter Beam, notre modérateur. Il a été nommé au Sénat du Canada en octobre 2018. Il est actuellement président du comité sénatorial sur les affaires étrangères et le commerce international. Et nous avons son Excellence Yamanouchi Konji, ambassadeur du Japon au Canada. Il travaille depuis longtemps dans la diplomatie japonaise à travers le monde, y compris dans les États-Unis, la Corée et au Japon, comme conseiller au Premier ministre du Japon, et Goldie Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, fondée en 1976, une organisation à but non lucratif pour les entrepreneurs au Canada avec des membres de plus de 7 millions canadiens. Et nous avons en ligne, vous m'entendez, ambassadrice Théodore? Parfait, quand nous voyons votre pouce en l'air, la technologie marche. Ambassadrice Nadia Théodore, ambassadrice du Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce et représentante permanente du Canada à la mission permanente du Canada à Genève. Et elle a été vice-présidente chez une société alimentaire et elle participe virtuellement. Sénateur Beam, à vous. Merci beaucoup. Merci. J'ai le plaisir d'être le modérateur d'un président et deux ambassadeurs. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. C'est une bonne occasion, belle journée avec le soleil qui brille et nous avons une situation critique dans le monde. On va cibler le côté international. Vous n'allez pas être surpris de le savoir. Alors, entrons dans le contenu. Ambassadeur Konji, vous représentez la troisième économie du monde chez nous dans notre pays et le Japon est également à la présidence du G7 et un sujet critique, c'est la sécurité alimentaire et les discussions. Et je voudrais commencer avec l'intérêt du Japon dans les produits canadiens. Nous avons discuté cela déjà, mais également s'il y a des besoins précis au Japon et nous donner le contexte régional. D'abord, merci infiniment de m'avoir invité, de participer. La sécurité alimentaire nous concerne tous. C'est tellement critique. Et le sénateur, vous avez posé cette question à propos du Japon. Oui, le Japon, c'est la troisième économie du monde, mais est-ce que vous savez notre taux de suffisance alimentaire? Dans votre pays, vous avez beaucoup de terres agricoles. Chez nous, on en a moins. Et le taux de suffisance alimentaire sur les standards de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est seulement 38 %. Nous importons beaucoup de produits alimentaires. C'est une question de vie ou de mort. Alors, c'est la base de notre politique alimentaire pour nous assurer que ces systèmes de commerce sont en sécurité et que le sujet de sécurité alimentaire est critique au Japon. Et pendant la pandémie, la crise en Ukraine et les dangers aux chaînes d'approvisionnement influencent la sécurité alimentaire. Et le réchauffement climatique est une grande influence sur les consommateurs au Japon. La sécurité alimentaire est un grand souci pour tous les Japonais. Et l'organisation que vous venez de mentionner, le G7 à Hiroshima,
nous allons accueillir 14 réunions ministérielles, y compris les ministres d'Agriculture. Alors, on va discuter la sécurité alimentaire. Merci, merci. Merci beaucoup, Goldie Heider. Vous avez le perspective du monde des affaires. Où est-ce que nous en sommes? Les vulnérabilités pour le Canada. Et autre sujet pour plus tard, vous avez participé au sommet des leaders nord-américains à Mexico et nous opérons comme bloc de commerce. Est-ce que vous avez tiré des leçons de cela au sujet de nos forces et nos vulnérabilités? Merci, Peter. Merci, bonne année. C'est toujours le mois de janvier. Et pour gérer vos attentes, j'adore manger. C'est mon expertise dans l'industrie agroalimentaire. OK, question de vulnérabilité. Cela traite des défis auxquels nous faisons face en tant que pays. Mon collègue, mon ami ici, son pays nous a dit, vous avez beaucoup d'une chose dont nous avons besoin, l'énergie, l'agriculture, l'alimentaire, les minéraux critiques, mais comment est-ce que vous allez nous livrer ces choses? Nous ne savons pas la réponse à cette question. Avec le chancelier allemand, avait aucun résultat pour chercher les carburants fossiles et les pays qui ont besoin d'énergie posent des questions au Canada. Au Canada, nous avons des problèmes que nous avons créés. Nous n'avons pas pu permettre la croissance de notre infrastructure de commerce et le monde remarque cela. Nos ports seront à capacité dans une décennie. Alors, n'importe quel produit que vous essayez de livrer, cela va être livré d'un autre pays. C'est un problème non pas pour la sécurité nationale, mais pour la souveraineté, pour notre capacité de contrôler notre propre destin, pour prendre le contrôle des ressources que nous avons dans notre pays. Nous avons toutes ces ressources, mais nous avons le commerce nord-sud. Nous n'avons pas pu créer l'infrastructure pour livrer des produits en Asie de notre côte ouest. Ce n'est pas le rôle du gouvernement d'examiner le cas des affaires. C'est au gouvernement de traiter du perspective politique. Mais c'est au gouvernement de créer cette infrastructure, d'avoir des réglementations stables, dépolitisées, qui créent la confiance que les gouvernements vont et viennent, mais cette infrastructure va rester stable. C'est très difficile d'être dans une démocratie, par exemple, la situation d'une pipeline Keystone qui va arriver, qui ne va pas arriver, imprévisible. Mais le capital n'est pas lié à l'idéologie. Et l'objectif du capital, c'est le retour sur l'investissement. Et pendant les dernières décennies, les démocraties ont été en déclin. Pourquoi? Ce sont des vulnérabilités à considérer. C'est de notre propre faute, des barrières à la libre-échange. Les pays en prennent note et qui me demandent qu'est-ce qui arrive? Ce sont quoi ces barrières? C'est là où notre marque, notre réputation est critique parce que le monde est sérieux. Tout ce que nous faisons, cela a été facile, mais maintenant c'est plus difficile. Au niveau de la direction, les risques géopolitiques sont critiques aujourd'hui. Gérer, naviguer, il y a une raison pour laquelle le capitalisme est plutôt figé. Il y a 300 milliards de dollars
dans les coffres des Canadiens qui sont gelés parce qu'on n'a pas confiance. Où est-ce que nous allons? Quel chemin est-ce qu'il faut suivre? Il y a de la demande pour l'énergie, l'alimentation, les minéraux. C'est notre moment critique. Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons enlever la politique de notre processus réglementaire, avoir la confiance que nous pouvons créer des autoroutes, des chemins de fer. Aujourd'hui, ce serait impossible. Alors, il faut créer l'infrastructure, les routes, les ports. Il faut avoir cette infrastructure pour enlever les minéraux. Nous promouvons cette infrastructure, ces minéraux, ces produits, mais comment est-ce que nous allons les transporter? OK, on va discuter ces idées plus en détail. Alors, ambassadrice Théodore est au centre des règles internationales. Notre ambassadrice à l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'ordre basé sur les règles, surtout après l'administration Trump. Et ici, le Canada a été en cohérence. Nous avons écrit ces règles, proposé ces règles dans les organisations géopolitiques, dans les organisations économiques, commerciales, mais il est important de contre-équilibrer cela dans nos relations avec notre voisin au sud. Nadia, Théodore, vous voilà au centre de cette situation. Nous avons créé un groupe qui s'appelle le groupe d'Ottawa, 14 pays qui veulent moderniser l'Organisation mondiale du commerce pour souligner la résolution des disputes. Est-ce que cela influence la discussion mondiale sur l'agriculture et l'agroalimentaire? Et comment est-ce que vous voyez les négociations à ce moment-là? Alors, nous sommes à l'écoute de vos commentaires. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est un vrai plaisir de participer. J'aimerais bien être là en présentiel, mais me voilà en virtuel. Voici ce que je dirais. J'ai beaucoup apprécié les commentaires de Goldie parce qu'il avait dit que son expertise est qu'il adore manger, mais son contexte plus élargi est important pour cette conversation. Et je suis d'accord avec la plupart de ses commentaires et il y a une chose qu'il a dit et une chose que vous avez dit, sénateur Bim, que je veux souligner. Goldie a dit, c'est notre moment. Et je suis 100% d'accord sur ce point, Goldie. Et sénateur Bim, vous avez dit que la situation qui change quand nous discutons l'ordre basé sur les règles au niveau international change depuis une certaine période de temps, mais la situation est devenue aiguë pour les Canadiens pendant l'administration Trump. Et vous avez vu que vous avez dit que vous avez les cicatrices de cette situation. Moi aussi. À l'époque, je travaillais pour le député ministre et j'étais consul général aux États-Unis à Atlanta pour la région sud-est dans le sud des États-Unis. C'était vraiment un moment intéressant de discuter, promouvoir le système de commerce basé sur les règles aux États-Unis et dans cette région des États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ce que j'ai vu quand j'étais consul général pour le sud-est des États-Unis et je travaillais sur le pipeline transpacifique après cela, c'est vraiment une
microcosme de ce que nous voyons à l'OMC maintenant. Et ce qu'on voit ici à Genève, les règles multilatérales pour le commerce et l'agriculture. Vous ne serez pas surpris de savoir que nous avons eu des développements importants récemment, le commerce, l'agriculture multilatérale. Il n'y a pas eu de vraie transformation et franchement, depuis une génération pour l'agriculture. Et vous avez mentionné le groupe d'Ottawa et nous avons travaillé pour la réforme qu'il s'agit de reconnaître à travers tous les domaines, surtout le commerce et l'agriculture, que réformer, transformer est urgent, un besoin urgent. Et pour l'agriculture, précisément, il y a un impact sur 3 domaines critiques. Et vous en avez parlé et vous allez continuer à en parler. La sécurité alimentaire, le sujet de ce concret, mais d'autres sujets, le changement climatique et cette puissance, la concurrence que nous voyons dans le monde. Et dans l'OMC, on a un accord qu'il faut assurer que les règles de commerce international jouent un rôle pour la sécurité alimentaire, le changement climatique. Comment le faire? C'est plus difficile à résoudre. Il y a des groupes qui travaillent là-dessus, mais il y a énormément de conversations à Genève qui essaient de creuser là-dedans et les points de tension qui forment un obstacle à ce genre de résolution d'accord, pas seulement pour le Canada, mais pour tout le monde. OK, je peux parler un peu plus là-dessus, mais je voudrais dire une chose de plus. Quand nous discutons le commerce, l'agriculture dans un forum multilatéral ici à Genève, les conversations que nous avons ici, ce que nous gardons en tête, c'est le suivant. L'invasion de l'Ukraine par la Russie était franchement un choc à un système alimentaire qui était déjà stressé. Nous le savons tous. Mais le choc avait des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Il y avait un impact sur le commerce, les règles de commerce. On a senti cela à travers le monde, mais ici à Genève, on avait le sentiment aigu nous a menés à l'action en traitant de cela. Je peux en parler plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En gros, l'ambassadeur Kashida était là il y a 2 semaines. Est-ce que vous avez discuté ce sujet? Oui, bien sûr, bien sûr. Je viens de mentionner la sécurité alimentaire a un grand impact sur le monde. Nous importons au Japon beaucoup de produits alimentaires. Quand nous discutons les pays en voie de développement en Afrique, Amérique latine, Asie, ont des pénuries d'alimentation, pas à cause de la production, mais c'est la chaîne d'approvisionnement. Il faut travailler dur. Les premiers ministres ont discuté cela dans un grand contexte au G7 également. Alors, pourquoi est-ce que nous discutons ce sujet à Ottawa?
Au Canada, je crois que vous avez un grand rôle à jouer. Comme je vous ai dit, nous avons un taux de suffisance alimentaire de 38% et aux États-Unis, c'est 250%. Dans le G7, il y a seulement 2 pays en dessus de 100%, la France et les États-Unis. Alors, la sécurité alimentaire, c'est critique même pour ces pays. Pour les pays européens, même les pays producteurs. Et pour traiter de cette question de sécurité alimentaire, aujourd'hui, oui, il y a les crises régionales, la pandémie, les effets économiques. Il faut faire 3 choses. Aider aux pays en voie de développement qui souffrent. Deuxièmement, nous assurer que notre système de commerce est en sécurité. Il y a un rôle pour le OMC. Il y a plusieurs organisations, par exemple l'Organisation pour l'alimentaire et l'agriculture et des experts du secteur privé, des producteurs qui savent comment le faire. Alors, il faut des discussions au niveau international. Alors, aider aux pays en voie de développement, des systèmes de commerce et transformer l'agriculture en gros dans un processus plus écologique, plus durable. Ces 3 choses doivent arriver et c'est à nous de faciliter cette transition. Oui, on va revenir au développement international. C'est la semaine du développement international la semaine prochaine et on envisage des solutions. Goldie, à vous. Vous étiez le chef d'une délégation qui est allée à Mexico et vos impressions de la situation, la sécurité alimentaire, la discussion entre les 3 leaders, les 3 individus très différents et le président López Obrador, c'est la première conversation dans ces discussions. Qu'est-ce que vous en avez tiré? OK, je vais répondre à votre question. Combien de fois est-ce que vous avez entendu le mot sécurité? C'est si prévalent. Sécurité nationale, c'est la sécurité économique. Sécurité économique, c'est la sécurité énergétique, sécurité alimentaire, la transition mentale qu'il faut faire. C'est pas une situation à court terme. Il faut aligner nos pensées sur les atouts que nous avons. Chez nous, au Canada, on avait été attaché au G1, mais maintenant, ce pays n'est pas le même. Le commerce, c'est un mauvais mot aux États-Unis. Pour les républicains, pour les démocrates, cela s'appelle maintenant des encadrements. C'est la situation dans laquelle nous opérons où 75% de nos dollars sont consacrés dans une seule situation. Il faut diversifier, mais il faut l'infrastructure, comme je vous ai déjà dit. L'Amérique du Nord, c'est le seul lieu dans le monde qui n'a pas fait cette transition. Au niveau global, c'est la force dans des groupes, des blocs. Par exemple, les partenariats au niveau régional, 30% de la population du monde, 30% des revenus dans le monde, l'idéologie démocratique en Australie dans le même groupe, le bloc. En Afrique, vous avez un accord de libre-échange. En Afrique, je ne vous dis pas que cela marche, mais je vous dis que maintenant, on pense au niveau régional. Mais l'Amérique du Nord, c'est chacun pour soi. Nous avons la concurrence interne. Nous ne créons pas l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement. On veut créer un chemin de fer du Mexique au Canada. Il faut beaucoup de ces projets, des chaînes d'approvisionnement réglementaires. Je vois Richard
Et on parle transport, mobilité et au sommet des leaders, c'est la situation des travailleuses, travailleurs d'utiliser nos forces. Nos forces, ce sont les personnes et les ressources naturelles et la capacité de gérer le changement. Et il y a des transitions et votre industrie est également en transition. Alors, j'entends beaucoup le mot sécurité. Deuxièmement, c'est le simple mot « et » dans l'environnement que nous avons avec beaucoup de divisions. Il faut choisir soit ça ou soit ça, mais il faut utiliser plus le mot « et », l'économie et l'environnement. Et j'aimerais demander l'avis de nos deux ambassadeurs là-dessus. Oui, un commentaire premièrement par rapport au bloc ou en fait au partenariat économique intégral et régional. L'OMC, et même avant ça, il y avait un système mondial de commerce et à peu près chaque pays s'y est joint. Maintenant, les membres du WPO, il y en a plus de 150. Donc, basé là-dessus, certains des regroupements demandent un petit peu de se questionner par rapport au PPP. Pour un pays comme le Japon, on est membre de l'OWC, du PPP et autres. Il n'y a pas de contradiction, mais on essaie de rendre ça clair. Donc, quand on parle d'un bloc, bon, ça date de l'ère de la guerre, mais aujourd'hui, c'est différent. Il faut s'organiser différemment. Au-delà de ce qu'on appelle des institutions. Au Canada, on a un taux de suffisance de 250 %. Donc, il faut exporter. Donc, c'est ce que vous avez mentionné, la sécurité. C'est quelque chose qu'on peut regarder au-delà des institutions politiques. Mais bien sûr, il y a une grande connotation aussi. Oui, il faut changer la façon dont on regarde l'Amérique du Nord. Bien sûr, on va être des concurrents, peu importe le cas. Mais aussi, on doit être plus forts ensemble. Il ne faut pas que l'Amérique du Nord soit forte, mais que le Canada et le Mexique soient faibles. Ce n'est pas dans votre intérêt. On vu la loi, d'ailleurs, sur la réduction de l'inflation. Ça ne sera pas bon pour vous. Je pense que l'ambassadrice a hâte de parler de tout ça. Ah oui, absolument. Je pense que c'est très intéressant comment ce genre de conversation semble se réinventer. Donc, quand on parle de l'intégration en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, le Mexique, qui doivent collaborer, se voir en tant que bloc et, bon, être un bon escadron ensemble, ça, c'est rien de nouveau, hein? En fait, comme membre d'une entité tripartite, nous sommes les inventeurs de tout ça. Il y a des décennies. Donc, dans les dernières années, moi, je dirais honnêtement, même si c'est bien plaisant de commencer une conversation avec l'administration Trump, moi, je ferais valoir que ça a commencé bien avant ça, que les gens ont commencé, en fait, leur point de vue par rapport aux bénéfices de réduction de droits douaniers et d'une intégration approfondie avec plusieurs pays
Et ce, peu importe, voilà, peu importe les conditions. Tout ça, bref, les points de vue ont changé beaucoup. Aux États-Unis, ça c'est vrai. Je pense que c'est Goldie qui l'a dit. Mais le Canada, je ne dis pas ça humblement, évidemment, et en particulier les superbes négociateurs commerciaux canadiens, depuis longtemps, ont pu, avec beaucoup de succès, défendre l'idée que Goldie, justement, a amenée, que nous sommes plus forts ensemble. Ça, c'est pas un nouveau refrain. On le dit depuis des décennies. Et je pense que ça a été tout à fait couronné de succès du côté des négociateurs dans la matérialisation de ça. Donc, pas seulement dans nos attentes commerciales avec l'ALENA et ensuite la CEUM, mais aussi dans des ententes, des ententes informelles, des ententes parallèles. Donc, dans plusieurs sphères, vraiment, qui viennent faciliter le commerce. Hein, on dit, bon, les ententes commerciales, c'est bien sexy, mais en fait, il y a une myriade d'outils dans notre trousse à outils quand on parle d'avoir une Amérique du Nord qui est bien intégrée. Ça continue d'être tout aussi important aujourd'hui que ce l'était bon, depuis des temps immémoriaux. Le deuxième point ici que je vais apporter est le suivant. Mon collègue, son Excellence, ambassadeur Kanji, mentionne le climat et la durabilité. Et je veux prendre quelques minutes là-dessus. Je ne suis pas certaine que les gens ont bien saisi, et je pense que c'est crucial quand on parle de ça. Bon, j'en ai parlé un petit peu dans mes premiers mots, mais je pense qu'il faut s'y arrêter, vraiment s'y attarder. Donc, je le remercie de le mentionner de nouveau. Lorsqu'on parle de l'importance des conversations par rapport au développement durable, quand on parle d'insécurité, quand on parle de commerce et de tous les points de convergence entre ces trois choses, en particulier dans le cadre de négociations multilatérales, mais pas exclusivement, il y a une réelle tension. Nous, au Canada, on doit vraiment prêter attention à ces tensions. Voici ce qu'est la tension. Certains veulent se concentrer sur les changements climatiques, le développement durable, et c'est tout à fait légitime de faire des liens avec la sécurité mondiale et tout ça. Mais la conversation est cadrée d'une certaine manière. Donc, il y a une justification pour toutes les nouvelles barrières économiques. Et ça, je pense que ça ne nous sert pas pour les pays qui sont dépendants des exportations, comme le Canada. Donc, j'entends fréquemment, « Ah, si telle chose est bonne pour l'environnement, alors on le fait, c'est tout. » Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, de l'autre côté, et c'est un peu la posture du Canada, est-ce qu'une entente, que oui, nous devons discuter, hein, on doit parler de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, du climat et de tous les points de convergence entre ces sphères. Mais quand même, il faut aussi parler, en fait, il faut avoir la conversation, tenir ces conversations d'une manière qui se concentre sur le rôle que peut jouer le commerce pour appuyer les actions par rapport à nos enjeux. Nos enjeux de sécurité alimentaire sont là pour rester. Les changements climatiques aussi. Très important. Et en même temps, on doit s'assurer que la conversation n'est pas utilisée pour faire du greenwashing avec des fonds des gouvernements et tout ça.
Et je reviens donc au point par rapport à l'OMC. Il y a un réel mandat par rapport à l'agriculture. Oui, merci, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Désolée, je dois vous couper. Il nous reste 3 minutes pour la stratégie de l'Indo-Pacifique. On va commencer donc à prendre des questions. Oui, très bien, très bien. Alors, on a une stratégie. Je pense qu'on peut commencer à la mettre en place. Très content. Donc, il y a des gens qui nous disent « Venez, venez souvent. Il y a beaucoup d'occasions d'affaires. » J'étais en Inde, justement, récemment, et ils sont très prêts à accueillir le Canada. Donc, ça, c'est fantastique. Effectivement, je pense que Mme Joly a bien géré les choses avec la Chine. Et il faut que le gros bon sens aussi soit là. La Chine, ce n'est pas la Russie. Ce qu'on peut faire en Russie, on ne peut pas faire en Chine à cause de l'influence de la Chine sur l'ensemble des systèmes d'approvisionnement. Donc, il va falloir découpler pas mal de choses. Mais la plupart des entreprises ne pensent pas comme ça. Et c'est le client qui va dire, ben, moi, je veux ce que je veux au meilleur prix. C'est tout. Donc, la logique va émerger. On va pouvoir faire du commerce, oui, comme le dit Nadia, et vous amenez ce que vous avez de meilleur à cette table. On voit les États-Unis, la Chine, 2 fois. On refroidit les choses, les 2 présidents. Et on voit pourquoi. La réalité frappe. On voit à quel point on est déjà intégré. Et c'est là que les règles sont cruciales, bien sûr. Oui, absolument. Monsieur l'ambassadeur. Oui, par rapport à la stratégie Indo-Pacifique, le Canada et le Japon sont ensemble pour avoir des plans d'action qui contribuent au commerce. Et la sécurité alimentaire y est incluse. On veut s'assurer que personne au monde n'a faim et on veut ensemble s'attaquer à ces enjeux. Excellent. Y a-t-il des questions, des commentaires? Bonjour, je suis Luc. Je suis l'un des étudiants à la maîtrise de l'Université de l'Ottawa. Ma question pour l'ensemble des panélistes. Je veux revenir à cette idée de bloc et de l'union qui fait la force. En politique internationale, il y a des craintes par rapport à ces ententes commerciales qui sont utilisées à des fins géopolitiques, surtout en contexte de sécurité alimentaire. On peut penser à la stratégie Indo-Pacifique en réponse à certaines politiques chinoises. Quelqu'un veut se lancer? Donc, est-ce qu'on se sert de la sécurité alimentaire comme arme géopolitique? Oui, je peux me prononcer là-dessus. C'est ce que je disais avant qu'on m'interrompe, donc je peux juste continuer et je peux reprendre exactement. Ah là là. C'est pas la première fois. Effectivement. Je n'ai pas bien entendu la personne. Je pense qu'il s'agit d'un étudiant. Mais voilà, pour répondre à la question, absolument, oui. Et on voit déjà que c'est utilisé comme arme. En particulier, quand on parle de l'intersection entre la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Donc, on veut utiliser des points qui sont urgents, tout ça, mais on les transforme en armes, soit géopolitiquement ou comme illusion pour protéger le commerce. Ça s'applique au Canada, mais à la plupart, sinon tous les pays du monde. On va peut-être se trouver en plus mauvaise posture. Ça, c'est tout à fait une menace. Et le travail que fait l'OMC et les conversations multilatérales sont absolument nécessaires pour maintenir des balises.
Les forums multilatéraux sont essentiels pour ça. Oui, et j'ajouterais quelque chose à ça. Le paysage géopolitique a aussi beaucoup changé, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine. Qui aurait cru, n'est-ce pas, que ce serait la Turquie qui s'assurerait d'assurer le transport des produits céréaliers, le transport maritime. Donc, oui, la Turquie pouvait être un joueur, mais voilà, maintenant, ça vient compliquer un peu les choses à propos de l'OTAN et tout ça. Et on n'est pas là pour parler de l'OTAN, mais qui aurait cru que quelqu'un qui brûle un Coran à Stockholm pourrait déséquilibrer tout? Il y a énormément de facteurs. Et les gouvernements n'ont pas tout vu venir, certainement, et ça représente beaucoup de défis. Micro là-bas? Merci. Roger Larson. Goldie, vous parliez des chaînes d'approvisionnement et on ne va pas, et le fait qu'on ne va pas changer ça. Eh bien, je pense qu'il y a des chaînes d'approvisionnement et il y a des chaînes d'approvisionnement critiques. Le défi est comment protéger des choses comme la sécurité alimentaire ou l'état de préparation à la pandémie ou les vaccins. Et parfois avec nos amis ou nos adversaires potentiels, parce qu'on sait que M. Trump n'a pas voulu divulguer son statut vaccinal, par exemple. Oui, prenons l'exemple de la pandémie. Le gouvernement des États-Unis a cessé le transport de masques vers le Canada. Et on s'est dit, le papier vient, pour faire ces masques, la pulpe, en fait, vient du Canada. Donc, voilà. Hein? Et il y a plus de 1000 composantes à ce masque. Est-ce que vous pensez vraiment que vous puissiez mettre un embargo là-dessus, tout simplement? Non. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il y a de grands changements, de grands bouleversements géopolitiques. On peut s'y adapter. Et c'est là que les faits vont nous amener à bon port. On a besoin de règles pour bien fonctionner. Les gens qui ont créé l'infrastructure sont ceux qui veulent tout jeter à terre, l'OMC, tout ça, vraiment. Il faut vraiment réinjecter un peu de gros bon sens dans la conversation. Je pense que ce qui est le plus important ici, c'est le consommateur. On a tout fermé par rapport à l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le prix du gaz naturel a augmenté. Il y a des gens qui ont dit non, non, je peux pas. Non, je vais rallumer le tout. Hein, il y a beaucoup de gens qui vont retourner au charbon. Mais pourquoi? Pourquoi? Bref, tout ça s'est passé parce que c'est le consommateur qui a dit « je ne peux pas payer pour ça ». Donc, c'est là qu'entrent en compte les partenariats authentiques, comme pour la COVID. Tout ce que les gouvernements ont fait ensemble, hein, on n'a pas prêté tant d'attention aux entreprises, pourtant ce sont eux qui ont investi dans la bande passante, dans les masques, la bande passante pour la visioconférence. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Mais ce partenariat, c'est ça qui a sécurisé les Canadiens. Il les a rendus confiants pendant cette crise. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça seulement en temps de crise? Pourquoi pas tout le temps? Oui, merci. Alors, il nous reste seulement quelques minutes. Dernier mot? Oui, du point de vue japonais, le Canada est là du côté alimentaire et énergétique, mais le grand défi, c'est le transport. Pour nous, la côte ouest doit être le point de départ. Donc, il y a des défis par rapport au transport. L'accès, donc, est très important pour l'énergie, pour la nourriture. Donc, on espère que le gouvernement canadien et le secteur privé vont investir
dans le transport, donc de l'ouest de l'Amérique vers le Pacifique. D'accord. Mon ami à Genève, dernier mot. Je suis 100% d'accord avec Goldie à propos de l'authenticité des relations. Je pense que le Canada peut faire mieux là-dessus. Je suis absolument d'accord que c'est là ce qu'il faut faire. Excellent. Bon, on n'a pas parlé du développement international et ce n'était pas notre principal sujet de toute façon, mais vous avez entendu les statistiques à propos de la production canadienne. Et je pense qu'à titre de citoyen du monde, le Canada a une obligation de continuer de soutenir le développement alimentaire, notamment le programme alimentaire mondial, parce que nous, à titre de pays riche, on peut et on devrait le faire. Excellent, merci.